Nous attendons donc un signal pour le professeur Chalmers Larose, qui est donc co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre régulier au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, pour nous parler un peu de la situation de Donald Trump, qui est menacé, qui sera inculpé mardi de la semaine prochaine. Et on nous fait signe donc que le professeur Chalmers Larose est en ligne avec nous. Comment ça va, professeur Larose? Je vais très bien, merci. Il va Et très de ton bien. côté, là? Ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Moi, c'est comme ça. Ça va mal, mais ça va toujours bien. Cela dit, professeur, je ne sais pas si ça va bien pour vous parce que Donald Trump sera inculpé directement mardi, une première dans l'histoire américaine. Oui, c'est une première dans l'histoire américaine. Pour vous dire que c'est un événement. C'est difficile de savoir comment l'interpréter en termes de son impact sur la politique américaine et aussi sur la conduite des États-Unis dans le monde. Toutefois, ce qui est important de considérer, c'est que c'est un événement très, très, très important qui est susceptible d'avoir de lourdes conséquences, surtout à court terme. C'est-à-dire la manière dont cela aura un impact sur la candidature de Donald Trump, dans un premier temps, dans un deuxième temps, sur la course électorale, c'est-à-dire les primaires républicaines, etc. Et dans l'éventualité, si on en arrive là, parce que je ne suis pas sûr qu'on en arrivera, c'est-à-dire avoir un procès, et quel sera l'impact de ce procès sur l'issue des élections en 2024. Ça, on ne le sait pas. Mais entre-temps, on est en mesure, nous, observateurs à distance, on est en mesure de prendre le pouls de ce vieux parti politique aux États-Unis, le Parti républicain, qui n'a jamais de cesse de défendre Donald Trump d'où, en fait, je ne devrais pas dire tout le parti, tout l'establishment du parti, parce qu'on a déjà vu un George Bush dire un mot contraire. Mais à part ça, je regarde même DeSantis se prononce littéralement en faveur de la protection pour Donald Trump. Il a dit, entre autres, que son État n'extradera pas Donald Trump si jamais une telle demande lui serait faite. Bon, il faut quand même se poser, en fait, il faut regarder cette question-là avec la tête froide aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de républicains qui voient dans cette affaire-là une instrumentalisation du système judiciaire et de la justice aux États-Unis à des fins et à des objectifs politiques. Je pense que la plupart des républicains le voient de cette manière-là, et c'est là le danger aussi. Je pense que quel que soit le républicain candidat ou pas, ou engagés ou pas, ils ont tendance à voir cela comme étant une injustice faite à Donald Trump, dans le sens que il s'agit d'un procureur qui, au cours de sa campagne électorale, qui a fait campagne sur le point qu'il allait, et son objectif primordial, c'est d'arriver à abattre Donald Trump. Et les républicains le voient comme ça. Il y a autre chose aussi, c'est la nature de l'inculpation, c'est-à-dire du fait en débat, c'est-à-dire qui est un fait le fait qui est reproché, c'est-à-dire le fait d'avoir payé à une personne pour acheter son silence, pour acheter le silence de quelqu'un comme la question en débat, c'est de savoir si c'est une dépense électorale ou non. Donc, beaucoup de républicains voient dans cette question comme étant un présumé crime électoral qui ne mérite pas nécessairement les sanctions imposées jusque-là. Donc, il y a lieu de croire que cette affaire-là aura des ramifications importantes. Vous l'avez si bien signalé. La question est de savoir exactement est-ce que
Donald Trump va se présenter de manière tout à fait libre à la justice, ou si M. Trump va résister à la justice. Dans la mesure où s'il décide de résister à la justice, il aura protection de l'État de Floride. C'est-à-dire l'État de Floride a déjà décidé de ne pas l'extrader au cas où M. Trump déciderait de ne pas se présenter devant la justice. Mais s'il décide volontairement de se présenter, alors un autre scénario, c'est de savoir qu'est-ce que la justice fera avec lui. Est-ce qu'on l'enverra en prison immédiatement? Les faits de la cause ne le justifient pas. Est-ce qu'il y aura un procès? Quelle date sera ce procès-là? Parce que normalement, une mise en accusation n'est pas une inculpation. Donc, ça veut dire qu'il aura toujours la possibilité de faire campagne et d'être même proclamé président de la République s'il n'est pas encore jugé. Donc, maintenant, au niveau politique, quel impact que ça aura? Ça pourrait avoir deux types d'impact comme tel, c'est-à-dire raffermir et renforcer la candidature de Trump, c'est-à-dire revigorer sa base électorale. Ça pourrait avoir une conséquence aussi sur ses concurrents dans le Parti républicain, en particulier DeSantis, d'où la prise de position de DeSantis en faveur de Trump pour ne pas tellement s'aliéner la base électorale de Trump. Donc, vous voyez un peu tout ce que... Et aussi, dans la perspective que si éventuellement Donald Trump sera déclaré comme vainqueur des primaires républicaines et représentant du Parti républicain aux élections, vous aurez le scénario d'un candidat mis en accusation et le peuple américain devra choisir entre un président mis en accusation et un autre. Et ça, nous le savons, et c'est peut-être aussi une stratégie pour partir des accusations les plus faibles par rapport à d'autres accusations à venir qui ne manqueront pas de venir, qui seront plus fortes et plus solides. Alors c'est là où je me pose la question, à savoir... lorsqu'on voit certaines pontes du parti qui annoncent de manifester mardi, on va manifester pour Donald Trump qui a causé tous ces troubles-là au parti, qui a bouleversé le parti et qui a montré qu'il est de moins en moins populaire parce que d'ailleurs, depuis l'annonce de cette inculpation possible, on devrait voir des milliers, si ce n'est des millions de partisans de Donald Trump dans la rue, annoncer des émeutes et tout ça. Il n'en est rien. Donc, on se demande est-ce que c'est dans le meilleur intérêt du parti de continuer contre le bon sens à supporter un homme comme Donald Trump? Bon, il faut voir exactement quand on parle de parti, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire les partis, c'est les militants. C'est-à-dire, pour l'instant, Donald Trump est en avance dans les sondages quand il s'agit de savoir qui les républicains préfèrent, avec les militants, préfèrent pour être leur prochain candidat à la présidence. Donc, il serait tout à fait contre-productif pour, par exemple, les élites de ce parti-là, de penser, dans les circonstances actuelles, tourner le dos à Donald Trump. Tourner le dos à Donald Trump en ce moment, surtout en ce moment, c'est tourner le dos à une frange significative du Parti républicain. Et cela ne resterait pas impuni de la part des électeurs. Et donc, c'est ça aussi la vraie difficulté. Et ce n'est pas une difficulté qui date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Donald Trump est ce qu'il est depuis, je dirais, 2016-2018. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une entrée fulgurante sur la scène politique américaine et il a bouleversé toutes les traditions. Il a bouleversé aussi toutes les règles, en quelque sorte. Et à partir de ce moment, les États-Unis, c'est pas un problème du Parti républicain, Donald Trump, c'est un problème de la démocratie américaine. C'est-à-dire, c'est une démocratie qui est à la dérive.
C'est un pays aussi qui vit aussi un moment d'implosion interne, d'un processus d'implosion interne, c'est-à-dire où il n'y a plus d'unité nationale autour d'objectifs communs. C'est-à-dire il y a une polarisation totale de la société qui s'est répercutée sur la politique et les institutions. N'empêche, professeur, je regarde, c'est un très grand pays, mais qui est mené, entre guillemets, par deux grands partis. Donc, si on parle politique, on peut pas mettre un seul instant de côté les partis politiques. Je regarde un parti qui se présente comme le parti de la morale, le parti du bon sens, le parti du bon Dieu, n'est-ce pas? Et qui va chercher pour aduler l'homme le plus immoral que les États-Unis aient pu donner. C'est ça la controverse ou cette espèce d'imbroglio qui existe au Parti républicain. On est un parti vraiment de droite et on défend toutes ces valeurs, on est anti-avortement et tout ça. Et pourtant, cet homme-là, qui est l'antithèse de la moralité, est défendu par le parti, par le parti en tout cas, les militants du parti, vous avez raison. Ben, c'est exactement ça. La chose aussi qu'il faut souligner ici, c'est que ce qui se passe au niveau du Parti républicain se passe aussi au niveau de la politique américaine en général envers les autres pays. La manière dont les États-Unis se présentent auprès des autres pays, c'est pas cette manière-là dont les États-Unis agissent auprès des autres pays. Il y a une grande distance entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Il y a une grande distance entre ce qu'on pourrait appeler les valeurs que les gens prétendent défendre et que les gens projettent envers les autres, de compassion, de solidarité exactement, et en même temps, ce que les gens font dans la réalité des choses, la manière dont ils agissent dans leurs relations quotidiennes, le racisme aux États-Unis, la ségrégation, l'exclusion, etc., les interventions, les guerres, et tout ça, vous avez tout ça c'est à mettre au bilan des États-Unis dans le monde aussi. C'est pas une question de parti républicain, parti démocrate. C'est une question que ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la posture des États-Unis en tant que pays et en tant que puissance, est complètement différente dans la manière d'agir des États-Unis dans le monde. C'est la même chose qui se passe au niveau des partis politiques. Et à un moment donné, toutes ces contradictions finissent par avoir raison d'un pays super puissant. Et ces contradictions finissent par donner lieu à une implosion, surtout s'il y a d'autres joueurs qui veulent débusquer, prendre la place des États-Unis dans le monde. Oui, mais c'est la première fois aussi que les États-Unis arrivent à un moment où ils n'ont plus le contrôle du futur par rapport à cette situation-là, parce que c'est la première fois que ça arrive dans leur histoire. Avant, ils savaient comment gérer les choses parce qu'ils pouvaient se projeter dans l'histoire pour aller chercher des ressources, pour aller trouver des moyens de régler des problèmes. Et là, ils n'en ont pas. C'est la première fois qu'on accuse un président qui a déjà quitté le pouvoir, mais c'est la première fois qu'un président qui n'est pas en exercice, certes, mais un président tout court qui est passé au pouvoir et qui se présente devant la justice. Quelle façon pour le pays de réagir par rapport à ça, pour le système politique de le contrôler et pour le système judiciaire de le gérer. Donc, on est en terrain inconnu et il peut y avoir toutes sortes de dérapages parce que la rue, ce qu'on appelle en général les débordements qu'il peut y avoir dans les prochains jours,
on ne sait pas exactement d'où ça peut aller. Absolument, absolument. Chalmers Larose Chalmers, qui est co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre régulier au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, et je devrais dire docteur Larose. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous. Merci, docteur. Merci. À bientôt. Au revoir.